Yoko Ono, dans le texte. Il y a sans cesse des questions, celle de l'art, celle de la femme, celle de l'étrangère et de l'étrangeté, de la reconnaissance et de la communication, l'adresse faite à comment l'écho entre ce que l'artiste crée et la façon de recevoir peut faire impact, la question des frontières, cerveau et corps, la question des limites. Yoko Ono permet cela, car elle n'est pas vraiment un prénom et un nom. Elle est une intempérie, un sentiment extrême, comme on dit, condition extrême pour ceux qui vivent en plein désert ou dans le froid arctique. Un changement de température quand de la haine monte vers elle, par rafales, des rafales de moquerie aussi, une étendue plus calme d'admiration et ou d'adoration, de la méconnaissance avant tout, un peu partout, recouvrant tout, comme un nuage de sauterelles sur un champ ne laisse que de la paille. Yoko Ono se démultiplie. Une artiste, plasticienne, poète, performeuse, musicienne, chanteuse, compositrice, écrivain, cinéaste, née le 18 janvier 1933 à Tokyo, dit sa fiche signalétique. Ajoutant qu'elle est avant tout célèbre pour sa relation avec John Lennon. Une relation qui, tout le monde est à peu près d'accord, aurait mis fin à la carrière du groupe mythique, insurpassable des Beatles. Le trajet des chiffres et des mots s'arrête là, devant cette structure-là, cette butée-là, ce couperet, ce cliché qui ne façonne rien de plus que lui, qui ne participe qu'à créer l'échec, à faire retomber la faute, la très grande faute, qui ne te donne pas beaucoup de détails sur les circonstances, ou très peu, avec des témoignages incomplets et ou contradictoires. Même les images ne désignent pas tout, car elles ne peuvent que montrer obstinément les mêmes visages, les mêmes groupes, les mêmes coiffures, les mêmes chaussures, les mêmes pas de danse avec une canne, un smoking blanc, les mêmes groupies s'arrachant les cheveux, les mêmes bouches ouvertes devant les mêmes micros. Derrière les images, les mêmes, il y a quelque chose à extraire, peut-être une construction invisible, un destin invisible, une fondation invisible. Les lieux non plus ne sont pas très précis, sauf un célèbre appartement et une entrée avec un porche. Dans tout cela, il y a quelque chose à comprendre, à atteindre. Inexplicablement certain, aussi certain que ce « elle » est nouveau pour moi. Longtemps j'ai voulu me situer en dehors de, ou bien à part. Sans doute que la viande de mon corps me faisait éluder ce problème. Sans doute que je visais un regroupement élargi du « il », du « elle ». Je préférais écrire en tant que « il » ou « elle » alternativement, ou choisir le « on », le « nous » réunificateur pour faire masse, me grossir de multiples présences, masculines, féminines, comme on multiplie fictivement les rangs de manifestants qu'on estime plus forts, car plus nombreux. Mon « elle » a maintenant besoin d'être admis, questionné. Derrière ce « elle », le mien. Des leviers, des rouages s'exercent. Si je choisis de dépasser ce « elle », de l'ignorer, je choisis d'ignorer d'autres « elles » qui ne peuvent pas parler. Je les méprise. Ce ne sont pas seulement les « elles » de filiation, la longue suite des « elles » qui, m'ayant engendré, sont responsables, encore actives dans mon « elles » au présent. Ce sont aussi les autres figures, points de repère, celles à qui on coupe toujours la parole, celles que l'on considère comme folles ou trop fragiles, celles qui disparaissent dans les bibliothèques, les musées, les manuels d'histoire. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. À force de me croire en dehors d'eux, ou bien à part, et en m'en détournant, je leur muselle à toute la bouche, par ignorance, et ça ne vaut pas mieux que nuire volontairement, ou mépriser ouvertement, en m'emparant du « elle », de mon « elle ». C'est comme si je redonnais leur place aux autres, comme si j'acceptais d'être enfin des leurs. Et cet autre problème, à quel moment l'intention modifie-t-elle la réalité ? À quel moment une intention, malgré un fond non agressif, est-elle capable de porter des coups aussi dévastateurs qu'un acte de cruauté ? À quel moment ce qui n'est pas du domaine du hasard, mais du non-su, ajoute encore à la puissance du chaos, et ne rien dire, et ne rien en dire, quelle culpabilité. Toutes ces notes de bas de page à ajouter, que je dois ajouter, juste en prenant ma juste part du « elle », c'est-à-dire la mienne. À quel moment le verbe « taire » et le verbe « anéantir » deviennent-ils semblables ? M'emparer de ce « elle » n'aurait pas pour fonction d'écarter les genres autres, ni de les effacer. Le genre de celles et de ceux qui n'ont pas de genre, car obligés, soumis à leur développement physique, le genre de ceux et celles qui cherchent, celles et ceux qu'on oblige à rester clandestins. D'une certaine façon, c'est aussi le problème de cette langue, ma langue, qui n'est pas apte ou qui n'a pas la volonté de changer les paroles de la chanson, qui force chacun à être masculin, chacune à être féminin. Est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une lutte intérieure.
Elle est très difficile lorsqu'elle doit devancer les mots. Difficile d'entamer une lutte avant même qu'elle puisse être formulée. Il paraît que d'autres langues sont moins abrasives, définitives ou cloisonnées. Dans d'autres langues, il n'existe pas de pluriel. Dans d'autres langues, je et on sont un seul mot. Dans d'autres langues, le verbe sert d'adjectif indifféremment et on ne sait pas ce qui passe ou est passé. On ne sait pas comment serait lu, je ne sais pas, le YO écrit sur la plaque électrique rouillée dans d'autres langues. Y et O suivi d'un point. Un Y, un O en lettres majuscules peintes en noir pourrait vouloir dire mon, ma, mais, mon langage, ma langue, mes mots, sur une plaque vétuste, rose un peu tendre, un peu salie du temps passé, tachée de mémoriel. Il existe des langues traversées de résistance, où peut-être une ou quoi que ce soit n'est pas un combat, une stigmatisation, une faute. Être un ou une pèse son poids de culpabilité, et la culpabilité gangrène tout comme une fleur inquiétante, grossissante à vue d'œil, ou une sorte de champignon, là où peuvent se développer toutes sortes de moisissures avec, parmi elles, la honte et la frustration, deux organismes porteurs d'une violence latente qui macère jusqu'au jour où, brutalement, c'est un jaillissement de violence qui coupe les veines d'un bras avec une lame de rasoir, taille des gorge à la machette, mitraille une discothèque. Les fous rôdent, dehors, dedans, dans les pensées. Les tragédies guettent, menacent de surgir, par nuées, étincellent, rappellent, se tiennent soudées à soi, comme par un élastique. De temps en temps, raconte YO. Une personne agitée venait me voir et me demandait si j'allais bien. J'ai trouvé cela très drôle. C'était une belle nuit de pleine lune. Les gens parlaient de coups de lune, de bains de lune et de toucher le ciel. L'état naturel de la vie est complexe, dit-elle. L'art offre l'absence de complexité. Il ne tolère pas que la poussière y adhère. Être daltonien, ne pas être limité par la couleur d'un objet. Pour le voir, écouter la musique du mouvement d'un violoniste. Entre le mouvement du bras et le son de l'archet, choisir d'écouter le mouvement du bras, l'esprit dégagé des métronomes, des chronomètres. Vivre en montant sur des échelles et attiré par des aimants, entrant dans un sac noir, une pièce obscure qui devient lumineuse, intense avant de redevenir noire. YO dit que l'intensité de la lumière et sa répétition changent la structure de notre cerveau. Vivre en étirant un morceau de caoutchouc grand comme la main, qu'il recouvre la terre, l'examiner, l'accrocher au-dessus de son lit, puis rêver du même rêve qu'un autre. Enregistrer des sons pendant qu'on peigne les cheveux de quelqu'un qu'on aime. Le noir et blanc est une couleur. Ce qu'on fait de la nuit en plein jour, une question d'estime de soi, dépasse les bordures. Écrire avant la nuit, sachant qu'elle va tomber. Dehors, l'agitation est une affaire commune à tous. L'artiste utilise de nombreux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, SoundCloud, Google+, Flickr, etc. Elle finit la majorité de ses messages par « I love you ». Un dernier fragment. Et je voudrais écrire une texture particulière, quelque chose qui puisse gonfler, puis exploser comme un bourgeon filmé en accéléré, avec ses grappes de feuilles vertes qui semblent fouetter l'air et résonner comme des cymbales. Quelque chose qui saurait se nourrir de sa propre substance. Une levure capable de se grossir d'alvéoles de ruche tout en s'ajoutant à elle-même. Je voudrais écrire un organisme autonome en expansion, prêt à se multiplier, jusqu'à atteindre une phase ultime, à la limite de l'implosion, à la limite de l'explosion, à la limite de la désintégration, quelque chose qui se tiendrait là, au bord, inscrit dans un point de bascule, tout près de s'effondrer, sans s'effondrer, comme une note dure, comme une onde lancée à travers l'espace, comme un temps de passages ombragés, le sol, les chape de verre qui flottent dans la lumière, ombre l'herbe de clarté en nuages inversés, le bruit imprévisible du fauteuil en osier qui craque longtemps après avoir été utilisé. Écrire, créer, en bruit réflexe mémoriel, écrire, créer, en rappel d'autres bruits, en rappel d'autres corps. Je voudrais créer avec les autres corps, et que les autres corps soient concernés, que des voix porteuses s'entendent, des troupes de voix solidaires, présentes pour me porter, pour m'envelopper, m'accompagner là où ma voix seule s'éraille, imparfaite, incapable, démunie, détenue dans ma gangue rigide.
Je voudrais que d'autres voix, derrière ma voix sans couleur, sans timbre, ma voix tremblée, fasse ressurgir les torsions et les ulcérations de ce qui fait mémoire. Montre la mémoire de ma voix, prise dans la texture de mes cordes vocales, ce qui coule sous ma voix d'émotion, ma voix aiguë, ma voix de tête ou ma voix assourdie. Écrire, créer, c'est recomposer l'assemblage de ces voix propres, retrouver leur capacité de rouage ancien, non décisif. Je ne veux rien écrire de décisif, je veux écrire passager, le trait pâle sur une toile foncée, écrire un lièvre mort, l'intérieur d'une contrebasse, le grès d'un récipient à motif de roseau. Ainsi, en créant et en écrivant, je ne serai plus moi, mais une part collective du monde, un ajout. Créer, c'est ajouter. Voir, c'est ajouter. C'est matériel et corporel, inscrit dans le temps, clignotant. Allez, un post-scriptum juste sur Yoko Ono cette fois. Mais elle ne donne aucun détail sur ce que c'est d'être une femme adulée, détestée. Parfois des gardes du corps sur les images, parce que d'autres Chapman pourraient surgir. Chapman, ça pourrait être n'importe qui. A man, a chap. Elle est tenace, c'est une fugitive. Elle doit prendre ses précautions, comme une biche, like a deer. Les mots ne la construisent pas, ni les concepts. Ils sont juste un médium, une canalisation, une émanation, un support. Elle les entraîne, mais eux ne l'entraînent pas. Elle part en avant, ils la suivent. Souvent, Yoko Ono prend des poses, chapeau et gants, adopte des postures très étudiées, s'invente, se la joue. Souvent et en même temps, elle est réelle, plus réelle que les intouchables, les sûrs de leur bon droit, les respectables, les légitimes, les professionnels, les éligibles, les rassurants. Elle marche entre des portes suspendues sans chambranles et sans murs, au milieu de casques retournés remplis de véritables morceaux de ciel. Elle écrit sur des escaliers, plante des clous, réellement s'installe devant un échiquier blanc aux pièces blanches. Je ne vais pas lire tout le livre. Il y en a 155 pages, toutes de la même densité. On en prend plein la figure, c'est de la fulguration. La question des genres, la question de la langue, la question de l'art, la question de la célébrité, la question de la malédiction de l'art, la question de la provocation. Christine Janet, maintenant je crois que ça va faire bientôt 15 ans que je suis son travail. Je n'ai plus aucune idée, j'y pensais cette nuit, j'arrive pas à retrouver quand s'est fait le tout premier contact. Peut-être simplement un texte envoyé pour le tout début de Publi.net. Par contre, je me souviens très très bien du premier texte que j'ai publié d'elle. Je me souviens très très bien aussi de notre première rencontre à Montbéliard, un jour de neige, avec Hervé, son mari. Je me souviens de ces déménagements continuels. Je me souviens de cette inquiétude un peu sourde, avoir quitté un métier d'institutrice pour dire « je veux écrire, je vais écrire ». Et quel chemin alors il y a à faire, mais qu'on ne se posera pas de questions, le temps que ça voudra. Ces derniers mois, Christine était en résidence. Il paraît qu'elle est allée en résidence à La Roche-sur-Yon, au théâtre, ce qui était avant la maison Gueffier. Maintenant, ça s'appelle le Grand Air. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans cette résidence, mais ensuite, elle a fait une autre résidence, cette fois à l'IMEC, Institut des mémoires de l'édition contemporaine, cette grande abbaye où sont déposés tous ces manuscrits de celles et ceux qui le veulent bien. Paradoxalement, elle l'a décroché, son métier d'auteur, sa vie d'écrivain. Mais je ne sais pas si elle est écrivain. Entrez dans son site web, tentative, juste un mot, tenter. Vous verrez que la définition ouvre plein de bifurcations, presque des labyrinthes, mais pas tant que ça, parce qu'on retombe toujours sur ses pattes. Il y a les choses qu'on fait ensemble. Cette année, elle a fabriqué un site qui était une maison, une sorte comme une maison d'agent immobilier. Et puis chacun venait, s'installait dans une pièce et faisait un texte concernant cette pièce. Cette maison devenait une maison collective d'écriture, où est l'auteur, mais en même temps il y a la ville, il y a ce rapport au lieu, un rapport aux images symboliques, aux notions d'habiter. Ces dernières années, dans les tentatives, le travail plastique a pris une dimension plus importante, des collages, du quotidien de couleurs. Elle est même dans Publi.net, il y a même
un livre avec des poèmes de Philippe Aigrin et des interventions plastiques de Christine Janet. Ces dernières années, un autre chantier, c'était la traduction des vagues de Virginia Woolf. Et non seulement la traduction des vagues, mais le carnet et l'écriture, phrase par phrase, de ce qui passe dans votre tête quand vous traduisez les vagues. C'est pour tout ça que j'ai un énorme respect pour la personne, que je connais son travail depuis longtemps, mais que là, il se passe autre chose. C'est un écart. On est à côté. On s'attaque à du gros. On s'attaque à la question même de l'art, là où c'est conceptuel, à la question même de la plus haute célébrité qui vous précède quand vous, dans votre vie de tous les jours et le chemin qui a été votre vie jusque-là, mais précisément c'est l'écart qui fait que le face-à-face avec l'écriture devient parfaitement sauvage. Je suis soufflé à lire ce livre, aussi soufflé que le respect qu'elle a eu de le garder dans cette collection, puisque ça fait 10 ans de travail, donc chez Publi.net, et ça paraît juste là aussi, comme Daniel Bourrion hier, pour leur 10e anniversaire. Yoko Ono dans le texte. Faites gaffe, c'est sauvage. Faites gaffe, ça dérange. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas trop envie d'être dérangé. Dans ce cas-là, c'est pas les livres qui manquent. J'ai jamais raconté comment on est copains, Yoko Ono et moi. Ouais, bien copains. C'était au PS1, c'était juillet 2013 à New York. Ce coin que j'aime bien sur Long Island, où le MoMA a construit son antenne pour le contemporain, PS1. Le PS1 n'était pas ouvert depuis très longtemps. C'était un dimanche, en tout début d'après-midi. Il n'y avait pas beaucoup de monde, où il y avait un événement dehors. Beaucoup de gens étaient à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et puis, à peine on était dans une première salle, que le directeur du PS1 accompagnait Yoko Ono pour une visite. Et puis, il n'y avait pas de garde du corps, pas du tout. Puis nous, on a fait notre visite, mais la deuxième salle, on s'est retrouvé avec elle. Puis à la troisième, là, on a commencé à se sourire. Qu'est-ce qu'il y avait de voyeur? Rien. Qu'est-ce qu'il y avait à faire l'intéressant ou à tenter de se parler? Non, rien de tout ça. Juste, on visitait ensemble le PS1. Moi, je savais qui elle était. Elle savait que je le savais, forcément. Mais puisque c'était pas plus que ça, et que c'était en bon compagnonnage, et que tout le reste du monde nous avait oublié qu'on continuait dans le PS1 désert, bah c'était marrant. On en est sortis copains comme cochons, même si c'était rien passé d'autre. Christine Janet, Yoko Ono dans le texte. Laissez pas passer, laissez pas passer, laissez pas passer. Et questionnez-vous sur cette question profonde de l'articulation du travail site et du travail livre, et de la sauvagerie qui peut surgir dans l'écart. À demain.